Quand la porte de ma propre maison s'est refermée derrière moi cette nuit-là, et que je me suis retrouvée seule sous une tempête violente, trempée jusqu'aux os, sans savoir où aller, j'ai pensé que c'était la fin. J'ai pensé que mon fils venait de me tuer sans même poser la main sur moi. Mais je me trompais. Cette nuit n'a pas été ma fin. C'était le début du plus grand tournant de ma vie, et aussi du pire regret de la sienne. Je m'appelle Solène Vautrin, j'ai 64 ans, je suis veuve depuis près d'une décennie et j'ai passé toute ma vie de manière simple. J'ai travaillé pendant des années comme couturière pour subvenir aux besoins de mon fils unique. Chaque pièce qui sortait de mes mains portait la sueur, les douleurs dans le dos et l'espoir que Maël ait un avenir meilleur que le mien. J'ai économisé chaque centime. Chaque euro mis de côté était une brique dans la construction de notre sécurité. J'ai élevé ce garçon seul après la mort de mon mari. Et jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé qu'un jour il me chasserait de ma propre maison à cause d'un mensonge raconté par sa femme. Tout a commencé 6 mois avant cette nuit maudite. Maël est arrivé à ma porte avec son épouse, Élodie Carpentier, et la nouvelle qu'ils étaient au bord de l'expulsion. Dettes accumulées, loyers en retard, factures d'électricité coupées. Élodie était enceinte de 3 mois et pleurait en racontant qu'il n'avait plus nulle part où aller. Mon cœur de mère n'a pas supporté de voir ça. J'ai ouvert ma maison sans réfléchir à 2 fois. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester aussi longtemps que nécessaire, que cette maison serait toujours la leur aussi. Pendant les premières semaines, j'ai cru avoir pris la bonne décision. Maël m'aidait à porter les courses, Élodie préparait le dîner. Il y avait des conversations le soir dans le salon. Je me sentais à nouveau nécessaire, utile, partie d'une famille qui semblait se reconstruire. Mais cette sensation a duré peu de temps. Très peu de temps. Élodie a commencé à changer les choses dans la maison. D'abord les rideaux, puis les meubles, les tableaux que j'avais accrochés avec tant de soin ont fini au grenier. Quand j'ai essayé de dire quelque chose, elle a souri et a dit qu'elle modernisait simplement, que la maison avait besoin d'une touche plus jeune. Maël est resté silencieux. Il a juste détourné le regard et murmuré qu'il valait mieux la laisser faire à sa façon. Puis sont venus les commentaires sur moi. Subtils au début, mais de plus en plus fréquents. Élodie disait que j'oubliais des choses, que je répétais les mêmes histoires, que ce serait peut-être bien que je consulte un médecin parce que ma mémoire n'allait pas bien. J'essayais de me défendre, d'expliquer que j'allais très bien, mais ma voix sortait faible, incertaine. Et le pire, c'est que mon fils a commencé à être d'accord avec elle. Il disait que je devenais sensible, qu'Élodie voulait juste m'aider, que je devais arrêter de faire des histoires. Petit à petit, j'ai cessé d'être maîtresse de ma propre vie. Mes opinions n'avaient en plus d'importance. Mes douleurs étaient devenues une blague. Quand je me plaignais de fatigue, Élodie levait les yeux au ciel et disait que j'exagérais. Quand je demandais de baisser le volume de la télévision parce que j'avais mal à la tête, elle murmurait quelque chose sur les vieilles personnes qui sont chiantes. Maël ne me défendait jamais. Il avait changé. Le garçon que j'avais élevé, qui me serrait dans ses bras quand il était enfant, qui m'appelait son héroïne quand j'avais réussi à acheter notre maison, me regardait maintenant comme si j'étais un fardeau. La situation a empiré. Ils ont commencé à sortir le soir sans me prévenir, rentraient tard, fermaient la porte de leur chambre à clé et riaient fort pendant que j'essayais de dormir dans le salon parce que ma chambre avait été transformée en bureau pour Élodie. Je me suis plainte, une fois, une seule fois. Elle a explosé. Elle a crié que j'étais ingrate, qu'ils avaient abandonné leur propre vie pour s'occuper de moi, que je n'avais aucune idée du sacrifice que c'était de vivre avec une vieille têtue et confuse. J'étais sous le choc. S'occuper de moi? Il vivait gratuitement dans ma maison, mangeait ma nourriture, utilisait mon électricité. Et pourtant, j'étais la méchante. Maël est entré dans le salon à ce moment-là et, au lieu de me défendre, il a demandé si je ne pouvais pas essayer d'être plus compréhensive. Il a dit qu'Élodie était enceinte, hormonale, que je devais être patiente. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement montée au grenier, où je dormais maintenant, et j'ai pleuré en silence. Les semaines suivantes ont été un cauchemar silencieux. Élodie contrôlait tout. Elle touchait à mes affaires, ouvrait mes tiroirs, fouillait dans mes papiers. Elle disait qu'elle rangeait, mais je savais qu'elle cherchait quelque chose. J'ai commencé à enfermer mes documents les plus importants dans un vieux coffre qui se trouvait au grenier. Certificats,
acte de propriété, papier d'assurance vie de mon mari. Tout ce que j'avais de valeur était là. Et puis est arrivée cette nuit, la nuit de la tempête. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé quand Élodie est entrée en tenant des papiers froissés. Son visage était rouge, ses yeux brillaient de colère, ou peut-être de quelque chose de pire, quelque chose de calculé. Elle a jeté les papiers sur la table et a crié que j'avais caché leurs documents importants, que je sabotais la vie du couple, que j'étais une vieille manipulatrice et dangereuse. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas leurs documents, que c'était mes papiers personnels. Mais elle ne m'a pas laissé parler. Elle criait de plus en plus fort, appelant Maël, disant que j'étais hors de contrôle, que je représentais un risque pour eux et pour le bébé à venir. Maël est descendu en courant. Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du dégoût, de la répulsion, comme si j'étais quelque chose qui devait être enlevé. Élodie a continué à crier, disant que j'avais caché délibérément des documents dont ils avaient besoin, que je gâchais leur vie, qu'elle ne supportait plus de vivre avec quelqu'un d'aussi confuse et malade. J'ai essayé de me défendre, de montrer que ces papiers étaient à moi, mais ma voix a disparu quand Maël s'est approché. Il n'a pas crié au début. Il a parlé doucement, froidement, les mots sortant lentement comme des lames aiguisées. Il a dit qu'il était fatigué, fatigué de moi, de mes plaintes, de ma présence. Il a dit que j'avais changé, que je n'étais plus la mère qu'il connaissait, que je me transformais en un fardeau insupportable. J'ai essayé de tenir sa main, de le supplier de m'écouter, mais il a reculé comme si mon contact le brûlait. Et puis il a crié. Fort, si fort que le son a résonné dans toute la maison. Il m'a dit de partir. Il a dit que ce n'était plus ma maison, qu'il n'avait pas besoin d'une vieille malade qui gâchait sa vie, que j'étais un problème qu'il ne voulait plus résoudre. Je suis restée paralysée. Ces mots ne pouvaient pas sortir de la bouche de mon fils. Ils ne le pouvaient pas, mais ils l'ont fait. Et il n'a pas arrêté. Il a continué à crier, m'ordonnant de partir, disant que si je ne partais pas de mon plein gré, il appellerait quelqu'un pour me faire sortir de force. Élodie est restée dans le coin, les bras croisés, un sourire discret sur le visage. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas crié en retour. J'ai juste pris mon manteau fin qui était accroché près de la porte, mes vieilles clés que je gardais dans ma poche, et je suis sortie dans la tempête. La pluie tombait avec une violence effrayante. Des vents forts poussaient les arbres d'un côté à l'autre, les rues étaient désertes, l'eau coulait sur les trottoirs comme de petites rivières. Je n'avais pas de parapluie, je n'avais pas de téléphone, je n'avais personne. J'ai marché sans but, mouillé, fatigué, invisible. Les lumières des maisons clignotaient au loin, des familles réunies, protégées, pendant que j'errais dans les rues comme un fantôme. J'ai pensé à frapper à la porte d'un voisin, mais la honte m'en a empêché. Que dirais-je? Que mon propre fils m'avait chassé de chez moi, que je n'avais plus de place dans le monde? J'ai marché pendant des heures. Mes pieds me faisaient mal, mes vêtements collaient à mon corps, le froid pénétrait jusqu'aux os. À un moment donné, je me suis assise sur un banc de parc trempé et j'ai regardé le ciel sombre. J'ai pensé que j'allais peut-être mourir là. Peut-être que c'était mon destin. Mourir seule, abandonnée, oubliée. Mais je ne suis pas morte. Parce que ce que mon fils ne savait pas, ce qu'Élodie n'imaginait pas, c'est que cette maison n'était pas juste un foyer. Et cette nuit, cette maudite nuit de tempête, allait déclencher quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. Si vous m'écoutez maintenant, si vous ressentez chaque mot que je dis, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Laissez un like sur cette vidéo. Commentez d'où vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui va suivre va vous montrer que même dans les moments les plus sombres, quand on pense avoir tout perdu, il existe encore une force en nous que personne ne peut enlever. Et je promets que cette histoire va vous apprendre quelque chose sur la famille, le respect et les conséquences de sous-estimer quelqu'un qu'on croit vaincu. 5 heures après que je sois sortie sous cette tempête, le téléphone de Maël a sonné. C'était la police. Le ton du policier n'était pas interrogateur. C'était un ton de choc. À ce moment précis, pendant que mon fils répondait à l'appel avec des mains tremblantes,
son monde a commencé à s'effondrer. Parce que le mensonge qu'Élodie avait utilisé pour me chasser venait d'exposer de vieux secrets, des documents oubliés et une vérité qui allait tout changer. Et quand la réalité l'a frappé, quand Maël a compris ce qu'il avait fait, il n'y avait aucune tempête au monde capable de laver la culpabilité qui s'est emparée de lui. Quand Maël a raccroché le téléphone, son visage était devenu blanc comme de la craie. Ses mains tremblèrent de manière incontrôlable, le téléphone glissant presque de ses doigts moites. Élodie, debout près de la fenêtre, a immédiatement senti que quelque chose de grave venait de se produire. Elle a demandé d'une voix impatiente ce qui se passait, qui avait appelé à une heure pareille, mais Maël ne répondait pas. Il fixait le vide devant lui, comme si son cerveau refusait de traiter l'information qu'il venait de recevoir. Elle a insisté, sa voix montant dangereusement dans les aigus, exigeant de savoir ce que la police voulait, pourquoi ils appelaient en pleine nuit. Mais Maël restait muet, incapable de formuler une seule phrase cohérente. Il ne trouvait tout simplement pas les mots pour expliquer ce qu'il venait d'apprendre, ce qui commençait à se dévoiler sous ses yeux horrifiés. La police avait retrouvé une femme errante dans les rues du centre-ville, complètement trempée jusqu'aux os, en état d'hypothermie sévère qui menaçait son pronostic vital. Une voisine inquiète, Madame Mercier, une retraitée qui souffrait d'insomnie chronique, avait appelé les secours d'urgence après avoir vu par sa fenêtre quelqu'un titubant sous la pluie battante pendant ce qui lui avait semblé être des heures interminables. Quand les policiers et les ambulanciers sont arrivés sur place avec leurs gyrophares illuminant la nuit sombre, ils m'ont trouvée assise sur un banc de parc municipal, complètement immobile, incapable de bouger le moindre muscle, le corps glacé comme de la pierre, les lèvres bleues, la peau pâle et translucide. J'étais encore consciente techniquement, mais à peine. Mon esprit flottait quelque part entre la réalité et un état de semi-conscience dangereux. Ils m'ont rapidement enveloppée dans plusieurs couvertures thermiques de survie et m'ont emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche, sirène hurlante dans la nuit. C'est là, dans ce service des urgences bondées, que tout a véritablement commencé à se défaire pour Maël comme un pull dont on tire un fil. Quand les médecins de garde ont examiné minutieusement mes papiers d'identité pour comprendre qui j'étais, ils ont découvert dans leur système informatique quelque chose que personne n'attendait, une information qui allait tout changer. Mon dossier médical électronique contenait des résultats d'examens très récents, des tests neurologiques et cognitifs complets que j'avais passés exactement 3 semaines avant cette nuit maudite. Des examens que je n'avais partagés avec absolument personne, pas même avec mon propre fils, gardant ces informations pour moi par instinct de protection. Les résultats montraient noir sur blanc que ma santé mentale était parfaitement normale pour une femme de mon âge. Aucun signe de démence débutante, aucun trouble cognitif détectable, aucune confusion mentale, aucun problème de mémoire pathologique. J'étais saine d'esprit, complètement lucide, parfaitement capable de prendre mes propres décisions. Le médecin de garde, un jeune urgentiste nommé Dr Rousseau, a immédiatement trouvé cette situation très étrange et inquiétante. Si j'étais en parfaite santé mentale, selon des examens récents et fiables, pourquoi errais-je seule sous une tempête aussi dangereuse en pleine nuit? Pourquoi n'avais-je pas appelé quelqu'un pour demander de l'aide? Pourquoi n'avais-je apparemment personne vers qui me tourner dans un moment de détresse aussi évident? Ces questions sans réponse l'ont poussé à faire ce que le protocole médical recommandait dans ce genre de situation suspecte. Il a décidé d'appeler immédiatement mon contact d'urgence, inscrit dans mon dossier, qui était, bien évidemment, Maël. Mais ce n'est pas tout ce que la police a découvert cette nuit-là, loin de là. Quand les policiers ont fouillé mon sac à main complètement trempé pour essayer de trouver mes coordonnées et comprendre ma situation, ils sont tombés sur plusieurs objets révélateurs. Un trousseau de clés anciennes, quelques photos de famille jaunies, et surtout un petit carnet à couverture bleue que je gardais toujours précieusement avec moi depuis des années. Ce carnet usé contenait bien plus que de simples adresses et numéros de téléphone de connaissances. Il renfermait également des notes personnelles détaillées, une sorte de journal intime que j'avais commencé à tenir méticuleusement quelques semaines plus tôt, exactement quand j'avais commencé à sentir que quelque chose n'allait vraiment pas à la maison, que quelque chose de malsain se tramait dans l'ombre. Dans ces pages noircies de mon écriture serrée, j'avais consigné des notes précises sur les comportements de plus en plus étranges et suspects d'Élodie.
ses fouilles répétées et systématiques dans mes affaires personnelles quand elle pensait que je ne regardais pas. Ses insinuations constantes et de plus en plus appuyées que j'étais malade, confuses, que ma mémoire me jouait des tours, les conversations qu'elle avait au téléphone et qu'elle interrompait brusquement quand j'entrais dans la pièce, les papiers qu'elle me présentait avec insistance pour que je les signe, prétextant des formalités administratives urgentes que je ne comprenais pas vraiment. J'avais écrit toutes ces choses par pur instinct de survie, par besoin viscéral de garder une trace tangible de ce qui se passait, au cas où les choses tourneraient mal, au cas où personne ne me croirait un jour. Je ne savais pas encore précisément ce qu'Élodie cherchait avec tant d'acharnement, mais je sentais profondément qu'elle préparait quelque chose de grave, qu'elle construisait patiemment un plan dont je ne voyais pas encore tous les contours, et j'avais eu terriblement raison de me méfier. Le policier qui a pris le temps de lire attentivement ses notes manuscrites a trouvé un détail particulièrement troublant qui a immédiatement attiré son attention professionnelle. J'avais écrit en lettres majuscules qu'Élodie avait insisté à plusieurs reprises, avec une persévérance suspecte, pour que je signe des papiers qu'elle qualifiait d'importants. Elle prétendait que c'était pour des formalités administratives courantes liées à ma santé et à mon âge avancé. Elle répétait que c'était absolument indispensable, que ça faciliterait grandement les choses si jamais je tombais malade ou si quelque chose m'arrivait subitement. Elle parlait de procuration, de mandat, de simplification administrative. Mais quelque chose dans son insistance excessive, dans la façon dont elle revenait sans cesse à la charge, me mettait profondément mal à l'aise. Une petite voix intérieure me criait de ne pas signer, et je ne l'avais jamais fait, pas une seule fois. J'avais résisté malgré la pression constante. Le policier expérimenté, qui avait déjà vu ce genre de situation dans sa carrière, a alors posé une question qui a complètement changé la trajectoire de cette affaire. Il a demandé directement à Maëlle si sa mère possédait des biens immobiliers de valeur ou des comptes bancaires importants. Maëlle a bafouillé, clairement pris au dépourvu par cette question inattendue, disant qu'il ne savait pas vraiment exactement, que sa mère avait toujours été extrêmement discrète et pudique sur ces questions financières, qu'elle ne parlait jamais d'argent avec lui. C'est précisément à ce moment crucial que le policier a lâché la bombe qui allait tout faire exploser. La maison dans laquelle Maëlle vivait depuis 6 mois, celle qu'il venait de me dire avec tant de violence être sa maison en me chassant dehors, était légalement et exclusivement à mon nom, selon le cadastre. Pas à moitié en copropriété, pas en indivision, entièrement à moi seul. Chaque mètre carré, chaque mur, chaque tuile du toit. De plus, et c'était encore plus surprenant, j'avais un compte d'épargne conséquent que j'avais patiemment alimenté pendant des décennies de travail acharné, un compte dont l'existence n'était connue que de moi et de mon notaire de confiance, Maître Beaumont. Un compte qui contenait une somme très considérable, fruit de toute une vie de sacrifices, d'économies minutieuses, de privations acceptées pour garantir mon avenir et celui de mon fils. Maëlle est resté complètement figé, comme frappé par la foudre. Il ne savait absolument rien de tout cela. Rien. Il avait toujours pensé naïvement que la maison était un héritage familial ancien, quelque chose qui lui reviendrait naturellement et automatiquement un jour, une propriété qui avait toujours appartenu à la famille. Il ne s'était jamais posé de questions sur le statut juridique réel de cette maison. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais sa mère. Ce qui était à moi était à lui, non. C'est ce qu'il avait toujours cru sans jamais vérifier. Mais maintenant, avec cette révélation brutale, tout devenait atrocement clair dans son esprit qui basculait. Élodie, elle, avait parfaitement compris la situation réelle. Elle n'était pas stupide. Loin de là. Elle avait fouillé méthodiquement, cherché patiemment et trouvé des indices révélateurs. Elle savait que je possédais quelque chose de grande valeur, et elle avait élaboré un plan minutieux pour mettre la main dessus, un plan qui nécessitait de me faire passer pour une vieille femme sénile et incapable. Le policier a alors expliqué quelque chose d'encore plus grave et inquiétant à Maëlle qui écoutait, médusée. Si j'avais été légalement déclarée inapte mentalement par un médecin complaisant ou manipulé, si quelqu'un avait réussi à me faire officiellement passer pour confuse ou atteinte de troubles cognitifs sévères devant un juge, cette personne aurait pu obtenir relativement facilement une mesure de tutelle complète sur moi.
et avec une tutelle légale en bonne et due forme, elle aurait automatiquement eu accès libre et total à tous mes biens, à ma maison, à mon argent durement gagné, à mes comptes bancaires, à tout mon patrimoine. Tout aurait pu être transféré légalement, vendu, dilapidé, sans que j'aie le moindre mot à dire, sans que je puisse m'y opposer d'aucune manière. J'aurais été juridiquement considéré comme incapable de gérer mes propres affaires. Maëlle a senti son sang se glacer dans ses veines. Une sueur froide a coulé le long de son dos. Élodie avait passé des mois entiers à construire méticuleusement cette image fausse de moi. Une vieille femme confuse, fragile, oublieuse, incapable de prendre soin d'elle-même, dangereuse même pour elle-même et pour les autres. Elle avait manipulé chaque conversation avec un art consommé, transformé chaque petit oubli banal en symptôme inquiétant, exploité chaque incident domestique anodin pour planter solidement cette idée toxique dans l'esprit de Maëlle. Et lui, complètement aveuglé par son amour pour elle, par son désir désespéré de croire qu'elle voulait juste aider sa belle-mère âgée par pure bonté d'âme, avait tout gobé sans jamais remettre en question une seule de ses affirmations. Le policier a continué son explication détaillée, chaque mot enfonçant un peu plus Maëlle dans l'horreur de ce qu'il découvrait. Il a expliqué que ce genre de manipulation perverse était malheureusement beaucoup plus courant qu'on ne le pensait dans notre société vieillissante. Des proches mal intentionnés qui isolent progressivement une personne âgée de son réseau social et familial, qui sèment méthodiquement le doute sur sa santé mentale auprès de l'entourage, qui la poussent insidieusement à signer des documents complexes sans qu'elle comprenne vraiment ce qu'ils contiennent ni leurs implications juridiques. C'était une forme particulièrement insidieuse d'abus financiers et psychologiques, et c'était sévèrement punissable par la loi française, pouvant aller jusqu'à plusieurs années de prison ferme. Maëlle a raccroché le téléphone dans un état de choc total, presque catatonique. Ses jambes tremblaient, sa respiration était saccadée. Élodie le regardait intensément, ses yeux plissés avec inquiétude, essayant désespérément de comprendre ce qui se passait, de deviner ce que la police avait bien pu lui dire pour le mettre dans un état pareil. Elle a demandé encore une fois, avec une note d'urgence presque paniquée dans la voix, ce que la police voulait exactement. Maëlle s'est tournée vers elle très lentement, comme si chaque mouvement lui demandait un effort surhumain. Et pour la première fois depuis des mois, depuis leur rencontre même, il l'a vraiment regardée. Pas avec l'amour aveugle qu'il avait eu jusqu'alors, pas avec la confiance absolue qui avait caractérisé leur relation, mais avec une suspicion grandissante, un doute profond qui s'installait comme un poison. Il a demandé d'une voix blanche pourquoi exactement elle fouillait constamment dans les affaires personnelles de sa mère. Pourquoi elle insistait avec tant d'acharnement pour qu'elle signe des papiers dont elle ne comprenait pas le contenu. Pourquoi elle parlait sans cesse de prétendus problèmes de santé mentale alors que les médecins venaient de confirmer formellement que je n'avais absolument rien, que j'étais parfaitement lucide et saine d'esprit. Élodie a visiblement pâli. Tout le sang a quitté son visage. Elle a essayé de sourire, un sourire forcé et peu convaincant, de balayer ses questions d'un geste désinvolte de la main, disant qu'il était juste stressé par cet appel nocturne, qu'il ne comprenait pas correctement la situation dans son ensemble, qu'il se faisait des idées absurdes. Mais Maëlle n'était plus du tout le même homme qu'une heure auparavant. Quelque chose s'était irrémédiablement brisé en lui. Il ne la croyait plus. Pas un seul mot. Il commençait à voir les pièces du puzzle se mettre en place une par une, révélant une image horrible qu'il avait refusé de voir jusqu'à présent. Il a demandé avec plus de fermeté où étaient exactement les papiers qu'elle avait pris ce soir-là dans le coffre de sa mère. Ceux qu'elle prétendait que j'avais soi-disant cachés pour leur nuire. Élodie a hésité, cherchant visiblement une excuse plausible. Puis elle a dit d'une voix moins assurée qu'elle les avait rangés quelque part, que ce n'était vraiment pas important, qu'on pouvait en parler demain quand les choses seraient plus calmes. Mais Maëlle a insisté avec une détermination nouvelle. Il voulait les voir. Maintenant. Immédiatement. Pas de discussion. Élodie a fini par les sortir d'un tiroir du buffet, ses mains tremblantes, trahissant sa nervosité croissante. Maëlle les a arrachés de ses mains et les a parcourus rapidement, ses yeux s'écarquillant à chaque page tournée. Ce n'étaient absolument pas des documents appartenant au couple comme elle l'avait prétendu avec tant de conviction.
C'était en mes papiers strictement personnels, l'acte de propriété original de la maison prouvant que j'en étais l'unique propriétaire. Les relevés détaillés de mon compte d'épargne montrant des sommes importantes accumulées. Des documents d'assurance vie dont j'étais la bénéficiaire. Des titres de propriété. Tout ce qu'Élodie cherchait avec tant d'obstination depuis des mois était là, étalé devant ses yeux. Maëlle a lentement levé les yeux vers elle, la réalité le frappant comme un coup de poing violent en plein visage. Elle ne l'aimait pas. Elle ne l'avait jamais aimé. Pas une seule seconde. Tout était calculé depuis le début. Elle l'avait cyniquement utilisé comme un simple outil pour accéder à ma vie, à mes biens, à tout ce que j'avais patiemment construit pendant des décennies de travail acharné. Et lui, dans sa naïveté touchante, dans son désir désespéré de croire qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qu'il aimait vraiment pour ce qu'il était, avait trahi sa propre mère, la femme qui lui avait tout donné, la femme qui s'était sacrifiée toute sa vie pour lui. Il a demandé à Élodie de partir. Sa voix était calme maintenant, mais d'un calme glacial plus effrayant que n'importe quel cri. Elle a essayé de protester avec véhémence, de dire qu'il se trompait complètement, qu'il était manipulé par sa vieille mère folle qui avait toujours été jalouse de leur amour, qu'il allait le regretter amèrement. Mais il ne l'a pas laissé finir ses phrases pathétiques. Il a répété, beaucoup plus fort cette fois, sa voix résonnant dans toute la maison. Il voulait qu'elle parte, qu'elle sorte de cette maison. Immédiatement, sans discussion possible. Élodie a brutalement réalisé qu'elle avait définitivement perdu. Son plan élaboré était tombé à l'eau. Tous ses efforts étaient déréduits à néant. Elle a violemment attrapé son manteau et est sortie en claquant la porte avec rage, criant qu'il le regretterait toute sa vie, que j'avais tout gâché, que j'étais une vieille folle manipulatrice, qui avait délibérément détruit leur bonheur et leur avenir ensemble. Mais Maëlle ne l'écoutait déjà plus. Son esprit était ailleurs. Il était déjà parti mentalement. Il a couru jusqu'à l'hôpital sous la pluie qui tombait encore durement, le cœur battant à tout rompre, les poumons brûlants, les vêtements trempés. Il devait absolument me voir. Il devait me parler. Il devait s'excuser pour tout. Il devait me dire qu'il avait enfin compris, qu'il s'était tragiquement trompé, qu'il était profondément désolé. Mais quand il est finalement arrivé à l'hôpital, complètement trempé et essoufflé, les infirmières de nuit lui ont froidement dit que j'étais dans une chambre du service de médecine interne, que mon état était stable maintenant, mais que je refusais catégoriquement de voir qui que ce soit. Maëlle a insisté avec désespoir. Il a supplié. Il a dit qu'il était mon fils, mon unique enfant, qu'il devait absolument me parler, que c'était une question de vie ou de mort. Mais l'infirmière en chef a fermement secoué la tête. J'avais été parfaitement clair dans mes instructions. Je ne voulais voir absolument personne, surtout pas lui. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je suis resté 3 jours à l'hôpital. 3 longues journées pendant lesquelles j'ai eu tout le temps de réfléchir à ma vie, à mes choix, à ce que j'avais permis de devenir. Les médecins m'ont soigné pour l'hypothermie, ils m'ont fait passer des examens complémentaires, ils m'ont posé des questions détaillées sur ma situation familiale. J'ai tout raconté, pas par vengeance, mais par besoin viscéral de dire la vérité à quelqu'un qui m'écouterait sans me juger, sans détourner le regard. L'assistante sociale de l'hôpital a pris des notes minutieuses pendant que je parlais. Elle hochait la tête, ses yeux exprimant une compassion sincère mêlée à une colère professionnelle face à ce genre d'injustice. Quand j'ai terminé mon récit, elle a posé son stylo et m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais. Elle m'a expliqué que ce que j'avais vécu portait un nom précis dans le code juridique français. Maltraitance psychologique et tentative d'exploitation financière d'une personne vulnérable. Elle m'a dit que j'avais des droits fondamentaux, que je pouvais porter plainte, que personne n'avait le droit de me traiter ainsi, même pas mon propre fils. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une révélation tardive mais puissante. Mais j'hésitais encore. Était-ce vraiment la bonne chose à faire? Maëlle était mon enfant. Je l'avais porté pendant 9 mois, je l'avais mis au monde dans la douleur. Je l'avais élevé seule après la mort de mon mari. Je l'avais nourri, habillé, protégé contre tous les dangers du monde. Comment pouvais-je maintenant le dénoncer à la police? Comment pouvais-je détruire sa vie de mes propres mains?
Ces questions tournaient en boucle dans mon esprit, m'empêchant de dormir la nuit. L'assistante sociale est revenue me voir le lendemain matin. Elle s'est assise à côté de mon lit et a pris ma main dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, réconfortantes. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, des mots qui ont changé ma perspective sur tout. Elle a dit que l'amour d'une mère ne signifiait pas accepter d'être détruite pour préserver l'image de son enfant. Que protéger mon fils ne voulait pas dire me laisser mourir sous la pluie battante pendant qu'il dormait tranquillement dans mon lit. Que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de lui montrer qu'il y a des limites à ne pas franchir, même si cette leçon fait mal, même si elle bouleverse tout. Ces paroles ont résonné en moi pendant des heures. Je les ai retournées dans ma tête encore et encore, les examinant sous tous les angles. Et progressivement, j'ai compris qu'elle avait profondément raison. J'avais passé toute ma vie à me sacrifier pour Maëlle, à tout lui donner sans rien demander en retour, à tout lui pardonner au nom de l'amour maternel inconditionnel. Mais en agissant ainsi, je lui avais involontairement appris qu'il pouvait me traiter comme il voulait sans jamais subir de conséquences. Je lui avais enseigné que mon amour était acquis, automatique, qu'il pouvait me piétiner encore et encore, et que je serais toujours là, prête à tout accepter, à tout excuser, à tout oublier. Et regardez où cette dynamique toxique nous avait menés. À une nuit de tempête où j'avais failli mourir d'hypothermie dans les rues désertes de ma propre ville. Le 4e jour, j'ai quitté l'hôpital. Pas pour retourner dans cette maison qui ne se sentait plus comme un foyer. Pas pour retrouver Maëlle qui m'avait trahi de la pire des façons. J'ai demandé à l'assistante sociale de m'aider à trouver un logement temporaire, un endroit où je pourrais me reconstruire, loin du regard de ceux qui m'avaient brisé. Elle m'a orienté vers un centre d'hébergement pour personnes âgées en situation de crise, un établissement géré par une association caritative locale. Ce n'était pas grand-chose, vraiment. Une petite chambre modeste avec un lit étroit mais propre, une armoire en bois vieillie, une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure paisible où quelques arbres apportaient une touche de verdure. Mais c'était à moi, mon espace, mon refuge. Personne ne pouvait m'en chasser. Personne ne pouvait me dire que je n'avais pas ma place ici. Pendant ce temps, Maëlle essayait désespérément de me joindre. Il appelait l'hôpital plusieurs fois par jour, laissait des messages longs et confus où sa voix tremblait, suppliait les infirmières de me convaincre de lui parler, ne serait-ce qu'une minute. Mais je refusais systématiquement. Je n'étais pas prête, pas encore. J'avais besoin de temps pour guérir, pour réfléchir, pour comprendre ce que je voulais vraiment pour la suite de ma vie. Une semaine après ma sortie de l'hôpital, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire. Maître Beaumont était un homme dans la soixantaine avancée que je connaissais depuis plus de 20 ans, quelqu'un en qui j'avais toujours eu une confiance totale. Il m'avait aidé à régler la succession de mon mari, à acheter ma maison, à mettre en ordre tous mes papiers importants. Je suis entrée dans son cabinet avec une détermination nouvelle. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, du début jusqu'à cette nuit maudite. Il m'a écoutée avec une attention soutenue, prenant des notes détaillées, hochant la tête gravement à chaque nouvelle révélation troublante. Quand j'ai terminé mon récit, il a retiré lentement ses lunettes et les a posées sur son bureau. Il m'a regardé droit dans les yeux avec une expression mêlant inquiétude et admiration. Il m'a dit que j'avais été extraordinairement sage de ne jamais signer les papiers qu'Élodie me présentait avec insistance. Il m'a expliqué en détail que ce qu'elle tentait de faire correspondait exactement à une escroquerie classique qu'il avait vue se répéter de nombreuses fois dans sa carrière. Le schéma était toujours le même. Faire croire à une personne âgée qu'elle souffre de troubles cognitifs, l'isoler progressivement de son réseau social, obtenir par manipulation une procuration générale ou une mise sous tutelle, puis vider systématiquement ses comptes bancaires et vendre ses biens immobiliers. C'était beaucoup plus répandu qu'on ne le pensait dans notre société, et malheureusement, beaucoup de victimes ne s'en rendaient compte que trop tard, quand tout leur patrimoine avait déjà disparu. Mais moi, j'avais eu ce qu'il appelait de la chance. Ou plutôt, j'avais eu l'instinct naturel de me protéger, cette petite voix intérieure qui m'avait dit que quelque chose n'allait pas. Maître Beaumont m'a alors conseillé de prendre plusieurs mesures importantes pour sécuriser ma situation. D'abord,
faire changer immédiatement toutes les serrures de ma maison pour que ni Maël ni Élodie ne puissent y entrer sans mon autorisation explicite. Ensuite, rédiger un testament clair, précis et juridiquement inattaquable pour que personne ne puisse jamais contester mes dernières volontés. Enfin, et c'était le point le plus délicat, envisager sérieusement de porter plainte contre Élodie pour tentative d'escroquerie et abus de faiblesse. J'ai longuement hésité sur ce dernier point. Porter plainte signifiait rendre toute cette histoire publique, l'exposer au grand jour. Ça signifiait que Maël serait inévitablement impliqué dans l'affaire, même indirectement, même s'il n'était peut-être qu'une victime manipulée lui aussi. Mais Maître Beaumont m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a dit que si je ne faisais rien, si je laissais Élodie s'en tirer sans conséquence, elle recommencerait forcément. Peut-être pas avec moi puisque son plan avait échoué, mais avec quelqu'un d'autre. Une autre personne âgée, une autre victime sans défense, une autre famille qui serait détruite. Avais-je envie de porter cette responsabilité sur ma conscience? Cette question a fait mouche. J'ai pris ma décision dans l'heure qui a suivi. J'ai porté plainte au commissariat de police le jour même. La police a immédiatement ouvert une enquête officielle. Ils ont convoqué Élodie pour un interrogatoire qui a duré plusieurs heures. Elle a tout nié en bloc avec une assurance déconcertante. Elle a prétendu que tout était un malentendu tragique, que j'étais confuse et désorientée, que c'était moi qui inventais des histoires abracadabrantes pour attirer l'attention. Elle a même osé dire qu'elle s'était toujours montrée gentille et prévenante avec moi, qu'elle avait sacrifié son confort pour s'occuper d'une belle-mère difficile. Mais les preuves accumulées parlaient d'elle-même et contredisaient frontalement sa version des faits. Mes notes personnelles que je tenais méticuleusement depuis des semaines, les témoignages précis de plusieurs voisins qui avaient remarqué son comportement de plus en plus contrôlant et autoritaire envers moi, les documents médicaux récents prouvant sans l'ombre d'un doute que j'étais parfaitement saine d'esprit et lucide. Tout s'accumulait contre elle comme un mur infranchissable. Maël a été convoqué comme témoin clé dans cette affaire. Il a dû se présenter au commissariat et répondre à des questions difficiles, embarrassantes, qui le forçaient à affronter sa propre responsabilité. Avait-il remarqué le comportement suspect de sa femme? Savait-il qu'elle fouillait régulièrement dans mes affaires personnelles? Pourquoi m'avait-il expulsé de ma propre maison sans même prendre le temps de vérifier les accusations qu'on portait contre moi? Pourquoi n'avait-il jamais pris ma défense face aux insultes répétées? Il n'avait pas de bonne réponse à offrir, juste des excuses maladroites, des regrets qui sonnaient creux maintenant, des larmes qui coulaient trop tard. Pendant tout ce temps, je vivais dans ma petite chambre au centre d'hébergement. J'avais recommencé à coudre, acceptant quelques petits travaux de retouche pour les autres résidents ou pour des connaissances qui passèrent le mot. Ça me permettait de gagner un peu d'argent de poche. Mais surtout, ça m'occupait l'esprit et les mains. Je parlais régulièrement avec d'autres femmes qui vivaient là, des femmes qui portaient leurs propres cicatrices invisibles. Des mères abandonnées par des enfants ingrats, des grands-mères oubliées dans des maisons de retraite sordides, puis revenues à la rue, des femmes qui avaient tout donné à leur famille et qui s'étaient retrouvées avec rien, pas même un merci. Leurs histoires résonnaient douloureusement avec la mienne. Elles m'ont fait réaliser quelque chose de fondamental que j'avais toujours su au fond de moi, mais que je refusais d'admettre. Je n'étais pas seule dans cette situation. Ce que j'avais vécu n'était pas un cas isolé, une exception malheureuse. C'était un problème social, répandu, silencieux, invisible aux yeux de la société. Des milliers de personnes âgées subissaient exactement la même chose chaque jour dans notre pays. Et la grande majorité ne disait rien, ne se plaignait jamais. Par honte de ce qui leur arrivait, par peur des représailles, par amour mal placé pour ceux qui les maltraitaient. Mais moi, j'avais décidé de parler, de briser ce silence complice. 2 mois après cette nuit de tempête qui avait bouleversé ma vie, le tribunal a rendu son jugement. Élodie a été reconnue coupable de tentative d'escroquerie aggravée et d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Elle a écopé d'une peine de 18 mois de prison avec sursis et d'une interdiction formelle de s'approcher de moi à moins de 100 mètres. Elle devrait également suivre un programme de sensibilisation sur les droits des personnes âgées. Maël a demandé le divorce dans les 48 heures suivant le verdict.
Leur mariage s'est effondré aussi rapidement qu'il avait été construit sur des fondations mensongères. Quelques jours après le jugement, Maël est venu me voir au centre d'hébergement. Il avait appelé avant pour demander si j'accepterais de le recevoir. Cette fois-ci, j'ai dit oui. Pas parce que j'avais pardonné ce qu'il m'avait fait, mais parce que j'avais besoin de lui dire certaines choses en face, de mettre des mots sur cette douleur qui me rongeait encore. Il est entré dans la petite salle commune où je l'attendais. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, des cernes sombres marquèrent son visage. Il s'est assis devant moi sur une chaise inconfortable, les épaules tombantes, les yeux rougis par le manque de sommeil et les pleurs. Il a commencé à s'excuser avec des mots qui se bousculaient, à dire qu'il ne savait pas, qu'il avait été manipulé par quelqu'un de plus malin que lui, qu'il regrettait chaque seconde de cette nuit maudite, qu'il donnerait n'importe quoi pour revenir en arrière. Je l'ai laissé parler sans l'interrompre, le regardant vider son sac de culpabilité et de remords. Puis, quand il a eu terminé son plaidoyer désespéré, j'ai pris la parole calmement. Je lui ai dit que ce qu'il m'avait fait cette nuit-là, sous cette tempête violente, n'était pas simplement une erreur de jugement regrettable. C'était une trahison profonde. La pire qu'une mère puisse subir de la part de son propre enfant. Je lui ai rappelé que j'avais passé toute ma vie à le protéger contre les difficultés, à tout sacrifier pour son bien-être, à travailler jusqu'à l'épuisement pour qu'il ne manque jamais de rien. Et qu'en retour, au moment où j'avais le plus besoin de lui, il m'avait jeté dehors comme un déchet encombrant dont on veut se débarrasser. Il a pleuré. Beaucoup. Il a dit qu'il voulait tout réparer, qu'il ferait absolument n'importe quoi pour regagner ma confiance. Mais je lui ai expliqué avec une douceur ferme que certaines choses dans la vie ne se réparaient pas facilement. Que la confiance, une fois brisée en 1000 morceaux, ne se reconstruisait pas du jour au lendemain avec de simples excuses. Que j'avais besoin de temps. Beaucoup de temps. Peut-être même plus de temps qu'il ne l'imaginait. Je lui ai aussi dit quelque chose de très important qu'il devait savoir. Je lui ai annoncé que j'avais modifié mon testament chez Maître Beaumont, que la maison resterait légalement à moi tant que je serais en vie, qu'après ma mort, elle lui reviendrait effectivement, mais seulement s'il prouvait concrètement qu'il avait changé, qu'il avait réellement compris la gravité de ses actes, qu'il respectait vraiment ce que je lui avais donné toute ma vie. Ce n'était pas une punition cruelle, c'était une protection nécessaire et une leçon de vie. Maël a hoché la tête lentement. Il n'a pas protesté. Il n'a pas essayé de négocier ou de marchander. Il a simplement accepté ses conditions avec une humilité que je ne lui connaissais pas. Quand il est parti ce jour-là, marchant vers la sortie avec des pas lourds, je me suis sentie étrangement légère pour la première fois depuis des mois. Pas heureuse exactement, pas soulagée non plus. Mais libérée d'un poids invisible qui m'écrasait. J'avais enfin repris le contrôle de ma propre existence. J'avais posé des limites claires et non négociables. J'avais dit non à l'inacceptable. Et ça, personne ne pourrait jamais me le reprendre. Cette dignité retrouvée m'appartenait entièrement. 6 mois ont passé depuis cette nuit de tempête. 6 mois pendant lesquels ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je suis retournée dans ma maison. Pas parce que Maël me l'a demandé, mais parce que c'était chez moi. Mon refuge, mon sanctuaire. J'ai changé les serrures comme mon notaire me l'avait conseillé. J'ai repeint les murs, enlevé tous les changements qu'Élodie avait faits, remis mes rideaux, mes photos, mes souvenirs. Chaque coin de cette maison racontait mon histoire, pas la sienne. Maël venait me voir une fois par semaine, pas pour demander quelque chose, juste pour prendre de mes nouvelles. Au début, nos conversations étaient tendues, pleines de silence gênant. Mais petit à petit, nous avons recommencé à nous parler. Vraiment nous parler. Il m'a raconté comment il s'était senti après cette nuit, la culpabilité qui le rongeait, les cauchemars où il me voyait errer sous la pluie, le poids de savoir qu'il avait failli me perdre à cause de sa propre aveuglement. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie pour comprendre comment il avait pu laisser Élodie le manipuler à ce point. Je l'ai écouté, sans l'interrompre, sans le juger, parce que malgré tout, c'était mon fils. Et une partie de moi voulait croire qu'il pouvait changer. Mais je ne lui ai pas facilité les choses. Je lui ai dit que la confiance se gagnait par les actes, pas par les mots. Que s'il voulait vraiment me prouver qu'il avait compris, il devait le montrer dans la durée. Et il l'a fait. Il a commencé à m'aider avec les courses.
à réparer des choses dans la maison, à passer du temps avec moi sans attendre quelque chose en retour. Il ne parlait plus de l'héritage, de l'argent, de la maison. Il parlait de nous, de notre relation, de comment la reconstruire. Un jour, il est venu avec un cadre photo. À l'intérieur, il y avait une vieille photo de nous deux, prise quand il avait 8 ans. Nous étions dans un parc, je le tenais par la main, et nous sourions tous les deux. Il m'a dit qu'il avait gardé cette photo pendant toutes ces années, qu'elle lui rappelait qui j'étais vraiment. Pas une vieille femme encombrante, mais sa mère, celle qui avait toujours été là pour lui. J'ai pleuré ce jour-là, pas de tristesse, mais de soulagement, parce que j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la sincérité. Mais cette histoire ne parle pas seulement de pardon, elle parle aussi de dignité, de savoir quand poser des limites, de comprendre que l'amour ne signifie pas tout accepter. J'ai aussi découvert quelque chose d'inattendu pendant ces mois. Au centre d'hébergement où j'avais vécu, j'avais rencontré d'autres femmes qui traversaient des situations similaires. Des femmes fortes, courageuses, mais qui se sentaient seules et abandonnées. Nous avions commencé à nous réunir, à partager nos histoires, à nous soutenir mutuellement. Cette expérience m'a donné une idée. Avec l'aide d'une association locale, j'ai créé un petit groupe de parole pour les personnes âgées victimes de maltraitance familiale. Nous nous retrouvions une fois par semaine dans une salle communautaire. Nous parlions, nous écoutions, nous nous entraidions. Certaines de ces femmes avaient subi des choses bien pires que moi. Des violences physiques, des vols, des abandons complets. Mais elles trouvaient dans notre groupe un espace où elles pouvaient exprimer leur douleur sans être jugées. Et ça les aidait. Ça nous aidait toutes. Je me suis rendu compte que ce qui m'était arrivé, aussi douloureux que ça ait été, m'avait donné une mission. Celle d'aider les autres à ne pas rester silencieuses, à comprendre qu'elles avaient des droits, qu'elles méritèrent le respect, qu'elles n'étaient pas seules. Un jour, une journaliste locale a entendu parler de notre groupe. Elle m'a contacté pour faire un article. Au début, j'ai hésité. Je n'avais jamais voulu être sous les projecteurs. Mais j'ai réalisé que partager mon histoire publiquement pourrait aider d'autres personnes à reconnaître les signes de manipulation et d'abus. L'article est paru dans le journal régional. Il racontait mon expérience, celle d'autres membres du groupe, et expliquait comment repérer et réagir face à la maltraitance des personnes âgées. Les réactions ont été incroyables. Des dizaines de personnes nous ont contactés. Des victimes qui voulaient rejoindre le groupe, des proches qui cherchaient des conseils, des professionnels de santé qui voulaient collaborer. Notre petit groupe s'est transformé en quelque chose de plus grand. Nous avons organisé des conférences, des ateliers de sensibilisation, des rencontres avec des travailleurs sociaux. Nous sommes devenus une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Et moi, Solène Vautrin, la vieille costurière qui avait été jetée dehors sous la pluie, j'étais devenue une militante. Pas par choix au départ, mais par nécessité, par besoin de transformer ma douleur en quelque chose d'utile. Maël a assisté à l'une de nos conférences. Je ne lui avais pas demandé de venir, mais il est venu quand même. Il s'est assis au fond de la salle, écoutant les témoignages, voyant l'impact que nous avions. Après la conférence, il est venu me voir, les larmes aux yeux. Il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'avais pris quelque chose d'horrible et que j'en avais fait quelque chose de beau, que j'étais plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que nous étions de nouveau mère et fils, pas comme avant, mais d'une manière différente, plus mûre, plus honnête. Aujourd'hui, je vis toujours dans ma maison, seule, mais pas solitaire. Je continue à animer le groupe de parole. Je continue à coudre parce que ça me détend, parce que ça me rappelle d'où je viens. Maël vient me voir régulièrement. Nous prenons le thé ensemble, nous parlons de tout et de rien. Nous ne parlons plus jamais d'Élodie. Elle appartient au passé. Il y a quelques semaines, Maël m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Une femme douce, respectueuse, qui travaille comme infirmière. Elle ne sait rien de notre histoire, et c'est mieux ainsi. Mais quand Maël me l'a présenté, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait appris, qu'il savait maintenant reconnaître la différence entre l'amour véritable et la manipulation. Et ça, c'était la plus grande preuve de changement qu'il pouvait me donner. Cette histoire aurait pu se terminer tragiquement. J'aurais pu mourir cette nuit-là,
seule sous la tempête. J'aurais pu sombrer dans l'amertume, haïr mon fils pour toujours, fermer mon cœur au monde. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Quand on touche le fond, quand on perd tout, on a deux choix. Se laisser détruire ou se reconstruire. J'ai choisi la deuxième option. Je me suis relevée, j'ai repris ma vie en main. J'ai posé des limites, j'ai demandé justice, j'ai transformé ma douleur en force. Et j'ai découvert que même à 64 ans, on peut recommencer. On peut se réinventer. On peut trouver un nouveau sens à son existence. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que mon histoire vous a touché. Peut-être parce que vous avez vécu quelque chose de similaire. Peut-être parce que vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Ou peut-être simplement parce que vous comprenez ce que signifie être sous-estimé, piétiné, oublié. Je veux que vous reteniez ceci. Vous méritez le respect. Vous méritez la dignité. Vous méritez d'être traité avec amour, peu importe votre âge. Et si quelqu'un, même quelqu'un que vous aimez profondément, vous traite autrement, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit de vous protéger. Parce que l'amour véritable ne demande pas le sacrifice de votre dignité. L'amour véritable ne vous détruit pas. Il vous construit. Et rappelez-vous toujours ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre vie. Jamais trop tard pour vous relever. Jamais trop tard pour dire « ça suffit, je mérite mieux ». Cette nuit de tempête a été la pire de ma vie, mais elle a aussi été le début de ma renaissance, le début de la femme que je suis devenue, une femme qui refuse de se laisser effacer, une femme qui sait désormais ce qu'elle vaut. Et si moi, Solène Vautrin, une simple costurière du fin fond de la France, j'ai pu le faire, alors vous aussi, vous le pouvez. N'oubliez jamais votre valeur. N'oubliez jamais que vous comptez. Et n'oubliez jamais que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Il suffit d'avoir le courage de continuer à marcher. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place cette nuit-là, quand la porte de votre propre maison s'est refermée derrière vous sous la tempête? Je vous pose cette question non pas pour obtenir une réponse facile, mais parce que je sais que certaines d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, ont déjà ressenti ce même sentiment d'abandon. Cette douleur sourde de voir quelqu'un que vous avez porté, nourri, aimé plus que vous-même, vous regarder comme si vous n'aviez plus aucune valeur, comme si toutes ces années de sacrifice s'étaient effacées en un instant. Ce que j'ai vécu n'est pas unique. Ce n'est pas une exception tragique. C'est une réalité silencieuse qui touche des milliers de femmes et d'hommes de notre génération. Des personnes qui ont tout donné et qui se retrouvent avec rien. Pas même un merci. Pas même un regard bienveillant. Je le sais parce que je les ai rencontrés. J'ai entendu leurs histoires. J'ai vu leurs larmes. Et dans chacune de ces histoires, je voyais un reflet de la mienne. Mais j'ai aussi appris quelque chose de fondamental que je veux partager avec vous aujourd'hui. L'amour d'une mère ou d'un père ne signifie pas accepter d'être détruit. Aimer quelqu'un ne veut pas dire disparaître pour lui. Protéger nos enfants ne signifie pas leur permettre de nous piétiner sans conséquence. Parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner, c'est de dire non, de poser des limites, de refuser l'inacceptable, même quand ça fait mal, même quand ça brise tout ce qu'on croyait connaître. J'ai fait des choix difficiles, des choix que certains jugeront peut-être trop durs. Porter plainte contre la femme de mon fils, modifier mon testament, refuser de le voir pendant des semaines. Mais ces choix m'ont sauvé. Ils m'ont rendu ma dignité. Ils m'ont permis de me regarder dans le miroir sans avoir honte de ce que j'étais devenue. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette rien, même si le chemin a été douloureux. Alors, je vous demande, du fond du cœur, de prendre quelques secondes pour partager votre ressenti. Commentez ce que cette histoire a éveillé en vous. Dites-moi si vous auriez pris les mêmes décisions que moi ou si vous auriez agi différemment. Racontez-moi d'où vous m'écoutez en ce moment, depuis quelle ville, quel pays, quel coin du monde. Parce que vos mots ont une valeur immense. Vos expériences comptent. Votre voix mérite d'être entendue. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette épreuve en silence, partagez cette vidéo. Faites-la circuler. Parce que peut-être, quelque part,
Une femme ou un homme se sent seul dans sa douleur et a besoin de savoir qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas le problème, qu'il a le droit de se défendre et de réclamer le respect qu'il mérite. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez que nos histoires ont de l'importance. Si vous pensez que les personnes de notre âge ne doivent pas rester invisibles dans une société qui nous oublie trop souvent. Chaque abonnement est un message qui dit que nous existons, que nous comptons, que notre dignité n'est pas négociable. J'ai 64 ans et j'ai failli tout perdre cette nuit-là sous la tempête. Mais au lieu de mourir, j'ai choisi de renaître. Au lieu de me taire, j'ai choisi de parler. Au lieu d'accepter l'humiliation, j'ai choisi la dignité. Et aujourd'hui, je peux regarder mon reflet et être fière de la femme que je suis devenue. Une femme qui refuse de disparaître. Une femme qui sait désormais ce qu'elle vaut. Vous aussi, vous valez infiniment plus que ce que certains voudraient vous faire croire. Ne l'oubliez jamais. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Votre vie, vos sacrifices, votre amour, tout cela a une valeur inestimable. Et si quelqu'un ne peut pas le voir, le problème n'est pas vous. Le problème, c'est lui. Alors, écrivez-moi dans les commentaires. Partagez votre histoire, même en quelques mots. Dites-moi ce que vous ressentez. Parce que vos mots toucheront d'autres personnes qui en ont besoin. Vos expériences peuvent sauver quelqu'un qui doute, qui hésite, qui se demande s'il a le droit de dire stop. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons briser ce silence qui protège les abus. Ensemble, nous pouvons rappeler au monde que vieillir ne signifie pas perdre sa valeur, son droit au respect, sa capacité à se défendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Et surtout, merci d'avoir le courage d'exister pleinement, même quand le monde semble vouloir vous effacer. Vous êtes important. Vous êtes précieux. N'oubliez jamais cela. À très bientôt, et que chacun de vous trouve la force de défendre sa propre dignité, aujourd'hui et tous les jours à venir.